Ce système digestif, on peut dire aussi appareil digestif, ça correspond sensiblement à la même chose, et quelque chose qui est finalement très simple et très intuitif, que l'on étudie dès quasiment la maternelle. Vous vous rappelez peut-être pour certains, ou avez vu chez des antiquaires, ce type de planche qui était affiché sur les côtés, sur les murs des salles de classe. Voici l'appareil digestif, ce sont des sciences naturelles tout à fait élémentaires. Autrefois, tout le monde connaissait ça pour le certificat d'études, sans aller jusqu'au baccalauréat. Et nous voyons donc que cet appareil digestif commence au niveau de la bouche, puis nous allons trouver un tuyau qui va aller finalement de la bouche jusqu'à l'anus. Ce tuyau va être plus ou moins contourné et nous connaissons tous l'œsophage, l'estomac, l'intestin, avec l'intestin grêle, le gros intestin, et qui se termine au niveau du rectum et de l'anus. Donc globalement, c'est très simple. Nous allons ici voir un certain nombre d'éléments d'anatomie générale, c'est-à-dire des lois qui vont régir cet appareil digestif au cours de l'évolution des espèces et de l'individu. En effet, c'est bien la morphologie évolutive qui permet de comprendre la complexité chez un individu adulte et qui permet de comprendre la complexité dans l'espèce humaine comparée à des espèces plus simples. Quelques références bibliographiques qui correspondent à celles que j'ai pu citer par ailleurs pour d'autres cours d'anatomie générale. Il y a l'ouvrage coordonné par le professeur Vincent Delmas, UE5, Organisation des appareils et des systèmes, paru chez Masson, et puis 2 ouvrages de biologie, donc utiles vraiment pour tous, les Cordées, Anatomie comparée des vertébrés par Beaumont et Cassier, on en est à la 9e édition, et un autre ouvrage qui est Classification phylogénétique du vivant, 3e édition aussi, par les professeurs Lecointre et Le Guyadère, ouvrage de base dans une bibliothèque biologique. Donc le système digestif, en latin, en terminologie latine internationale, Systema Digestorium, correspond à la science qu'on appelle la splancnologie. La splancnologie, du grec splanknon, qui signifie viscère. La splancnologie, c'est donc la science des viscères, et le système digestif fait partie des viscères, comme les viscères thoraciques, viscères abdominaux, viscères pelviens notamment. Ce qui va être intéressant d'un point de vue anatomie générale, et c'est le seul intérêt de l'anatomie générale, c'est bien de voir ce qui est commun à l'ensemble des animaux, à l'ensemble des espèces vivantes, et le fruit de l'évolution. C'est-à-dire à la fois de regarder l'ontogénèse, c'est-à-dire l'embryologie, et la phylogénèse, c'est-à-dire l'évolution des espèces. Et cette phrase fameuse de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, ce qui fait que très souvent, lorsqu'on regarde le développement de l'embryon, eh bien, on retrouve des stades que l'on trouve chez des animaux adultes d'autres espèces. Je prends l'exemple classique des arcs branchiaux qui caractérisent les poissons adultes et que l'on trouve dans le stade embryonnaire de tous les vertébrés, y compris l'espèce humaine. Autre exemple, la queue, qui est présente chez quasiment la totalité des vertébrés et qui disparaît chez les grands singes et dans l'espèce humaine. Alors cette loi est très intéressante, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, mais n'est pas absolue et a pu, bien sûr, depuis 1866, être largement discutée et affinée dans la mesure où on a pu avoir les éléments d'une part génétiques avec les lois de Mendel, puis la découverte des chromosomes, puis l'ADN, puis le séquençage, puis la connaissance de toute la machinerie moléculaire. Donc on en connaît maintenant les gènes. Aspect fonctionnel, eh bien, régime alimentaire, effectivement, suivant le régime alimentaire, si on mange que des feuilles ou que des insectes ou que de la viande, les carnivores, il va y avoir une nécessité d'adaptation car les phénomènes d'absorption et de digestion seront différents. Et ceci va se perfectionner au cours de l'évolution des espèces et en fonction justement des régimes alimentaires. Organisation générale de ce système digestif, on va trouver 2 tubes digestifs de structure. On va trouver tout d'abord le tube digestif, qui est donc ce long tube qui va de la bouche à l'anus. Et annexé à ce tube digestif, on va trouver des glandes. Glandes digestives qui peuvent être exocrines ou endocrines. Alors au niveau de la bouche et de la tête, mais ceci sera étudié avec l'anatomie de la tête, nous trouvons les glandes salivaires. Dans certaines espèces, elles sont même venimeuses, comme chez certains serpents venimeux. Nous trouvons le foie et nous trouvons le pancréas.
annexé aux organes digestifs, mais relevant du système lymphatique, nous trouvons la rate, qui est un organe lymphoïde. Donc la rate se trouve au milieu des viscères digestifs, mais dans l'abdomen, mais en fait n'est pas un organe digestif. Alors, nous allons voir plusieurs points. Nous allons commencer par la morphologie comparée du système digestif chez les vertébrés. Et je vous rappelle que nous avons vu dans d'autres cours la biodiversité et donc les différents taxons, les différents composants de ces vertébrés. Donc, l'organisation générale que l'on trouve chez tous les vertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, est 5 parties successives, donc la bouche avec des dents, que nous étudierons dans un cours particulier de morphologie dentaire comparée, sachant que les oiseaux ont perdu leurs dents il y a environ 110 millions d'années. Donc nous verrons cela avec l'anatomie générale de la tête et du cou et des dents. Puis nous avons le pharynx qui correspondra également à une région qu'on étudiera avec le cou, et nous étudierons à partir de l'œsophage qui est donc ce conduit qui va porter ce qu'on mange, et le transport dans l'œsophage est bien un transport actif, c'est un conduit musculaire, comme nous le redirons. L'estomac, alors estomac en grec gaster, et en latin ventriculus ou ventricule. Donc le terme de ventricule peut définir aussi bien un ventricule cardiaque que l'estomac, et le terme de gaster signifie ventre, et ce terme de gaster avec l'adjectif gastrique peut définir aussi bien le ventre abdomen que l'estomac gaster que le ventre d'un muscle. Donc attention à ce terme gastrique qui a plusieurs sens. Toujours ventre, mais ventre musculaire, estomac ou ventre au sens de l'abdomen. Puis ensuite c'est l'intestin, et en grec c'est entérone, avec le préfixe entéro, hépato-gastro-entérologie, l'entérologie, la science de l'intestin. Donc intestinum, qui est à l'intérieur, c'est du latin, et entérone, entérique, vient du grec. Alors, un petit rappel, donc, confère d'autres cours, encore une fois, sur la place de l'espèce humaine dans la biodiversité et l'évolution des vertébrés. Donc, il y a au départ une structure des animaux primitifs qui est longitudinale, avec une rigidification, au départ c'est comme un ver de terre, une rigidification qui se fait de façon dorsale, qui est ce qu'on appelle la corde, et qui forme un groupe qu'on appelle les chordés, dans lesquels nous sommes. Donc il y a un ancêtre commun pour tous les chordés dont nous faisons partie. Et cette apparition de la corde, nous voyons ce tube digestif primitif avec ici la bouche et l'anus, et il n'y a pas à ce stade, vous voyez, de crâne. À l'heure actuelle, cette disposition primitive est encore retrouvée chez 13 espèces, les céphalocordés, avec notamment un genre qu'on appelle Amphioxus, ou l'ansquelet, et qui est très étudié en biologie du développement, puisque c'est un organisme très simple, et donc qui permettra de pouvoir expérimenter facilement en biologie du développement. Alors, chez les chordés, puis les crâniates, c'est-à-dire la même chose avec l'apparition d'un crâne, des organismes très primitifs comme l'Amphioxus et la myxine, eh bien, le tube digestif est effectivement un tube très simple, comme on pouvait le retrouver chez des vers de terre, des invertébrés. Eh bien, nous avons ce tube qui va de la bouche à l'anus, dans le sens crânial, la tête, au sens caudal, vers la queue. Donc, on ne peut pas plus simple. D'un point de vue développement, c'est une gouttière qui vient se refermer en tube. Chez les poissons, je mets entre guillemets, puisque c'est un groupe qui a plusieurs ancêtres, donc qui est polyphylétique, mais on peut les réunir de façon quand même simple et intuitive. Eh bien, chez les poissons, ce tube qui était encore très simple chez les chordés primitifs, qui existe toujours chez certaines espèces aujourd'hui, eh bien, vient se spécialiser. Nous allons trouver une première poche qui apparaît dans ce tube, qu'on appelle l'estomac. Et cet estomac va aller de l'orifice d'entrée, qui est le cardia, au bout de l'œsophage, jusqu'à l'orifice de sortie, qui est le pylore. Et ensuite, nous trouvons un intestin. Cet intestin forme une grande poche, vous voyez, allongée,
Et dans cette poche, nous trouvons des replis spiralés, donc à l'intérieur de cette poche qui de l'extérieur est lisse, des replis spiralés qui vont permettre d'augmenter très fortement la surface qui est donc une surface d'échange, et plus il y a de surface, bien sûr, plus on peut récupérer d'éléments intéressants dans l'alimentation. Avec très peu de surface, il y a très peu d'échanges et vous avez beaucoup de pertes. Plus il y a de surface, plus vous pouvez récupérer les éléments nutritifs. Annexé à cet intestin spiralé, nous avons ce qu'on appelle chez les poissons la vessie gazeuse ou vessie aérienne ou vessie natatoire qui va permettre, suivant son remplissage, eh bien, une plus ou moins grande flottaison, notamment pour aller en profondeur ou en surface. Donc, chez les poissons, l'absorption se fait par une forme de tube allongé, mais à l'intérieur, cette membrane spiralée qui permet d'augmenter les échanges. Chez les oiseaux, nous avons là une disposition très différente qui a été prise par la nature. Au lieu d'avoir cette poche avec un repli spiralé qui augmente la surface, eh bien, on augmente la longueur. Donc à partir des oiseaux, nous trouvons ici toujours l'œsophage, puis il y a une poche préliminaire qu'on appelle le gésier. C'est ici une poche très musculaire qui permet un pré-broyage. Il y a souvent même dans le gésier des petits cailloux qui donc permettent de broyer les aliments autour. Et comme le gésier est très musculaire, c'est une partie que l'on peut manger. Tout le monde n'aime pas ça, mais notamment du gésier de canard qui peut se manger puisque c'est du muscle. Puis ensuite, on trouve l'estomac, qui est une poche suivante et qu'on avait déjà chez les poissons. Et à présent, le tube digestif, au lieu d'avoir une membrane interne spiralée, le tube digestif s'allonge et forme le gros intestin qui reste relativement court finalement chez les oiseaux, mais avec quand même un allongement très notable. Donc on augmente ici la surface par l'augmentation de longueur. Puis on a une différenciation terminale qui correspond au gros intestin et avec un rectum qui est un rectum simple. Le cécum, qui sont des petites poches sur les côtés, est ici double chez les oiseaux et jusqu'à l'anus. Donc voilà ces trois stades. Vous voyez que quand on regarde l'évolution, on permet de voir cette évolution, cette complexification et ces choix dans la nature, augmentation de la surface d'absorption, soit par une membrane interne spiralée, un repli qui augmente la surface interne, soit par l'augmentation de longueur. Et ceci toujours à partir d'une structure simple, ce tube digestif rectiligne que l'on trouve encore chez les chordés primitifs, qui va, au cours de la croissance de l'embryon, eh bien, prendre des choix différents d'évolution. Structure du tube digestif. Structure du tube digestif, eh bien, nous allons voir que le tube digestif est une structure musculaire. Et c'est une couche qu'on appelle la musculeuse, qui est périphérique. Et cette couche musculeuse comprend des fibres circulaires, des fibres longitudinales, c'est presque du détail. Et cette couche musculaire, ce sont des fibres musculaires lisses qui donc, en temps normal, ne relèvent pas de la conscience et de la volonté. C'est la musculature ou les muscles involontaires, muscles lisses, et donc qui se contractent en permanence sans qu'on s'en rende compte pour faire progresser le bol alimentaire. En effet, ne serait-ce que par exemple l'œsophage, qui va avoir cette structure, quand vous avalez, vous prenez de l'eau et vous avalez de l'eau, eh bien, ça ne tombe pas comme dans un puits ou dans un seau. La progression de l'eau que vous avez avalée ou de tout aliment que vous avalez se fait par une contraction en amont, contraction qui va de l'amont vers l'aval, et cette contraction vient pousser eh bien, ce que vous avez avalé jusqu'à l'estomac. Si vous avez une paralysie de l'œsophage, vous ne pouvez pas avaler, donc ce n'est pas quelque chose de passif. A fortiori, sur toute la longueur du tube digestif, ça ne pourrait pas marcher simplement par la gravité du haut vers le bas, puisqu'il y a de nombreux replis et que c'est très long. C'est bien une progression active du bol alimentaire qui se fait par ces fibres musculaires et des contractions localisées, des ondes de contraction qui vont amener le péristaltisme, c'est-à-dire ces contractions que l'on peut entendre sur un ventre normal où l'on entend des gargouillements, ceci parce qu'il y a la progression de matière liquide, gazeuse ou solide. Et
Inversement, un ventre qui est totalement silencieux montre une situation pathologique, souvent de douleur, par exemple de péritonite. Donc l'aspect musculaire est fondamental et va être contrôlé par un système nerveux de type viscéral. À l'intérieur, et vous le verrez, vous l'avez déjà vu en histologie, à l'intérieur, vous allez trouver une muqueuse, donc avec des cellules épithéliales, un épithélium particulier, dans lequel on peut trouver aussi des cellules glandulaires. D'un point de vue origine embryologique, la muqueuse vient de l'endoderme, nous en redirons un mot, c'est les 3 fameux feuillets primitifs de l'embryon qu'on trouve chez tous les vertébrés, endoderme, mésoderme, ectoderme, donc vient de l'endoderme. La musculeuse vient du mésoderme, et en périphérie, nous trouvons une membrane qui vient tapisser l'ensemble, suivant les régions, permettant le glissement entre les éléments et permettant d'apporter les vaisseaux, artères, veines et les nerfs et les lymphatiques entre la paroi et le tube digestif. Cette membrane s'appelle une séreuse et provient de la couche splanchnopleure. Chez l'adulte, c'est ce qu'on appelle le feuillet viscéral du péritoine. Entre la paroi et le tube digestif, il y a 2 feuillets. Ces 2 feuillets ici forment ce qu'on appelle un méso. Ce sont 2 feuillets entre la paroi et le tube digestif. Il y a des glandes digestives, comme nous l'avons dit. Ces glandes digestives peuvent être endocrines. Dans ce cas-là, il y aura une sécrétion dans la circulation sanguine, dans des capillaires, mais surtout exocrine. Et donc, il va falloir qu'il y ait un conduit excréteur, conduit qui va passer entre les 2 feuillets du péritoine dans un méso, et conduit qui vient s'aboucher dans le tube digestif, particulièrement au niveau du duodénum, pour aider à la digestion, et donc avec des sucs, des enzymes pour la digestion. Le terme de conduit est important, latin ductus, pour une glande digestive. Un canal, le terme de canal, est réservé pour une structure osseuse ou ostéofibreuse, alors que le terme de conduit, ductus, désigne une structure viscérale. Voici ces éléments, et les glandes digestives sont en général elles-mêmes recouvertes par un feuillet de péritoine, et puis on aura une continuité vers le méso. Ensuite, morphologie évolutive de la cavité viscérale abdominale. En effet, l'essentiel du système digestif est situé dans la cavité abdominale dans l'espèce humaine et chez les mammifères. Nous allons voir tout d'abord l'organogénèse de cette cavité viscérale. Donc, ceci est la jonction avec des éléments que vous avez vus en embryologie, en biologie du développement, avec donc les 3 feuillets que nous avons évoqués, endoderme, mésoderme, ectoderme. C'est ici une coupe transversale axiale de l'embryon, et nous avons ici l'ectoderme avec un renforcement postérieur qui est le tube, qui est ici la plaque neurale. Puis nous trouvons la corde, cette corde qui est dorsale, l'arrière est vers le bas, c'est une orientation internationale, cette corde qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure chez l'amphioxus ou l'ensquelet, puis sur les côtés nous avons là les somites. Nous avons ici l'endoderme qui vient former une gouttière qui est concave vers l'arrière. Donc ce sont tout d'abord des feuillets qui se replient et qui forment des gouttières. Pareil d'ailleurs pour la plaque neurale en arrière. Et ensuite, eh bien, cette gouttière vient se refermer, gouttière qui se forme en arrière pour donner le tube neural à partir de la plaque neurale, gouttière neurale, tube neural, somite en arrière. Puis nous avons ici eh bien, la fermeture de la gouttière de l'endoderme qui vient former ce tube digestif, c'est l'intestin primitif. De chaque côté, il y a une cavité qui se creuse dans le mésoderme, et donc nous aurons là, dans cette cavité, 2 feuillets, un feuillet sur la paroi, latéralement sur le côté, qui est la somatopleure, et puis vers le viscère, splanchnopleure, vers le tube digestif.
Donc voilà ce qui se passe. Nous avons ces 3 feuillets qui viennent se replier pour former des sortes de gouttières. Ces gouttières se ferment et nous passons donc d'une situation à 3 feuillets à la situation où on a un tube neural et un tube digestif primitif qui va de la bouche à l'anus. Morphologie comparée de la cavité viscérale. Tout d'abord, chez les poissons. Eh bien, chez les poissons, comme d'ailleurs chez l'embryon, nous avons la présence ici de la bouche et nous avons des arcs branchiaux. Et le cœur, entouré d'un sac fibreux et d'une séreuse, c'est la cavité péricardique. Le cœur est très haut, il est dans le cou. C'est ce qu'on voit chez l'embryon humain d'ailleurs. Et il n'y a pas de séparation vraie au niveau du tronc, il y a juste une petite cloison incomplète qu'on appelle le septum transversum ici, mais sinon, nous trouvons une seule grande cavité avec donc les feuillets séreux qu'on appelle le celome général. Et c'est là qu'on va trouver l'ensemble des éléments digestifs. Je vous rappelle que nous avons étudié dans un autre cours, que vous pourrez retrouver dans un des autres cours que nous avons fait, que dans l'évolution des vertébrés, il y a bien un ancêtre commun, et à l'origine, ces vertébrés sont aquatiques. C'est le groupe des poissons, environ 25 000 espèces actuelles. Il y a là des branchies. On respire par ces branchies où on a des feuillets à la partie basse de la tête, riches en capillaires, qui peuvent récupérer l'oxygène dans l'eau. Nous avons ensuite le passage ici aux tétrapodes, c'est-à-dire à des vertébrés qui ont 4 pattes et qui vont vivre sur Terre. Ceci amène un certain nombre de transformations. Tout d'abord, l'apparition des pattes à partir des nageoires. Ensuite, eh bien, ce sera l'apparition des poumons. Poumons pour pouvoir respirer maintenant dans l'air. Si vous mettez un poisson à l'air, il meurt. Si vous mettez un tétrapode dans l'eau, il meurt aussi. Donc, nous avons ici cet ancêtre chez lequel vont apparaître les poumons qui n'existaient pas jusqu'alors et qui vont donc prendre une place. Donc, chez les premiers tétrapodes, en l'occurrence les amphibiens, grenouilles, crapauds, tritons, et chez les reptiles, nous trouvons ces poumons qui vont être dans la même cavité que l'abdomen, c'est la cavité pleuropéritonéale, directement héritée du celome général. Et donc, nous avons là une disposition très proche de l'origine, avec un cœur qui est très haut situé, quasiment cervical, un septum transversum et une cavité unique pour les poumons et la digestion. Excusez-moi. Chez les mammifères, il va y avoir l'apparition d'une cloison musculaire qui provient du septum transversum et qui forme le diaphragme, muscle diaphragme. Et ce diaphragme descend dans le tronc. Ce qui fait que nous avons une partie susdiaphragmatique, supradiaphragmatique, et une partie infradiaphragmatique, avec cette cloison issue du septum transversum musculaire, qui, lorsqu'il se contracte, le diaphragme descend et va amener l'inspiration, donc fondamentale, et ce diaphragme étant descendu par rapport au septum transversum, entraîne le nerf qui le contrôle, le nerf phrénique, qui était un nerf court à l'origine, puisque le septum transversum était cervical, qui devient un nerf très long, et c'est pour ça que le diaphragme est innervé par ce nerf phrénique qui naît en C4. Dans la partie supradiaphragmatique, vient se différencier 2 cavités avec une séreuse pour les poumons, cavité pleurale, droite et gauche, la cavité péricardique que nous retrouvons, et nous avons maintenant une cavité péritonéale spécifique pour les viscères abdominaux. Ceci va amener bien sûr une efficacité dans la respiration et le fait que les poumons ne vont pas être gênés par le remplissage abdominal, donc une meilleure efficacité d'un point de vue locomoteur et comportemental. Voilà cette évolution du cloisonnement, avec chez les mammifères ce que nous retrouvons donc dans l'espèce humaine, une spécialisation, 2 cavités séreuses pour les poumons, cavité pleurale, une cavité péricardique, et ici la cavité abdominale avec le
Organogénèse du système digestif, la disposition primitive. Tout d'abord, nous allons voir la portion crâniale, c'est-à-dire la portion initiale, la portion haute du tube digestif, ce qu'on appelle aussi la région épigastrique, gastère le ventre, épi au-dessus, la partie haute du ventre. Tout d'abord, le stade initial, nous trouvons ici les éléments que nous avons vus tout à l'heure dans la mise en place générale, c'est-à-dire que nous avons ici une coupe transversale de l'embryon, nous avons ici le tube neural, les somites, la corde, l'aorte, et ici, les somites qui viendront constituer notamment les vertèbres, les côtes, et ici, ce tube digestif, à ce niveau épigastrique, ce sera le futur estomac. Et si nous plaçons maintenant la séreuse, le péritoine, nous allons voir dans cette partie épigastrique qu'il y a deux mésos. Un méso ventral, qu'on appelle aussi mésentère ventral, entère, entérone, intestin, ou comme ici, cette partie de l'intestin donnera l'estomac, gastère, c'est aussi le mésogastre ventral. Mésogastre ventral. Puis, nous trouvons en arrière, reliant le tube digestif à la paroi du côté de l'aorte, nous trouvons le mésodorsal, qu'on appelle également mésentère dorsal ou mésogastre dorsal. Et donc, de chaque côté, droit, gauche, les cavités. Deuxième stade, nous allons trouver le développement du foie, qui est donc une glande annexe du tube digestif. Ce foie, en grec, hépar, hépatos, en latin, ficatum, hépato, qui va donner hépatite, qui va donner, comme préfixe, hépatite, qui va donner hépatologie, gastro-hépato-entérologie. Ce foie se développe, d'abord est tout petit, puis va prendre un volume énorme, se développe dans le mésogastre antérieur ou méso-antérieur, donc en avant de l'estomac. Il est d'abord situé de façon médiane, impaire et médiane, donc au milieu. Et le fait que ce foie apparaît vient subdiviser le mésogastre ventral entre la paroi et le foie. C'est ce qu'on appelle le ligament falciforme du foie. Pourquoi ? Parce que sur une vue complète, il a une forme de faux, c'est-à-dire large à un niveau, très allongé, et puis une pointe. Et entre le foie et l'estomac, le mésogastre ventral prend le nom de petit omentum, en grec épiploon, donc c'est le même terme omentum et épiploon, et anciennement ça s'appelait effectivement le terme de petit épiplon. Aujourd'hui, petit omentum. Portion caudale du tube digestif, donc c'est sous l'estomac. Nous retrouvons toujours ce tube digestif, mais qui ici ne va plus se différencier en estomac, mais en tube digestif, en intestin, qui va s'allonger très fortement. Intestin qui viendra se différencier plus tard en intestin grêle et en gros intestin. Pour le péritoine, dans cette région inférieure, caudale, sous l'estomac, il n'y a plus qu'un seul méso. Il n'y a que le méso dorsal, qu'on appelle mésentère, puisque c'est bien le méso de l'intestin, méso-entérique. Donc mésentère peut désigner aussi bien le méso primitif pour l'ensemble de l'intestin, dont une partie donnera l'estomac, soit pour le terme d'intestin pur, et alors on a le terme de mésogastre pour l'estomac. Donc, voilà ce qui se passe. Dans la région crâniale, nous avons deux mésos, mésogastre antérieur, mésogastre postérieur, et le tube digestif vient se différencier en estomac. Et secondairement, dans le mésogastre antérieur, se développe le foie qui est d'abord impair et médian. Dans la région caudale, sous l'estomac, il n'y a qu'un seul méso, le mésentère. Si nous regardons cela sur des coupes longitudinales de l'embryon, l'avant est à gauche, le haut est en haut, nous voyons ici la paroi antérieure, le cordon ombilical vers l'avant. Vers l'arrière, nous trouvons la paroi postérieure, symboliquement la corde et l'aorte. Vers le haut, le diaphragme, ici en orange, et l'œsophage passe à travers le diaphragme. Et ensuite, nous trouvons l'estomac. Il y a une première boucle intestinale qui vient se former à ce stade, qu'on appelle l'anse intestinale primitive, qui est un début d'élongation de ce tube. Au point de vue vascularisation,
nous voyons l'aorte abdominale qui est donc postérieure, qui va donner 3 branches digestives que l'on retrouvera chez l'adulte, et ces 3 branches digestives vont être conductrices de la différenciation des régions. Première branche, c'est l'artère gastrique, donc artère pour l'estomac, qui va conditionner toute cette région estomac, pancréas, que nous étudierons tout à l'heure, foie. Puis nous trouvons une deuxième branche, qui est l'artère mésentérique supérieure, qui est quasiment au milieu, qui est quasiment au niveau ici du cordon ombilical. Cette artère mésentérique supérieure, mésentérique, elle vient bien dans le mésentère, dans le méso-entérique de l'intestin, cette artère mésentérique supérieure va conditionner le développement de l'anse intestinale primitive et de l'intestin grêle. Puis, nous allons trouver enfin une artère mésentérique inférieure. On est toujours dans le méso-entérique, méso de l'intestin. Mais là, cette artère mésentérique inférieure viendra conditionner le développement du gros intestin et puis du rectum. Le foie apparaît donc secondairement dans la région épigastrique, la partie haute du ventre, en avant de l'estomac, dans le mésogastre antérieur. Voici ici la même vue avec le foie. Si nous représentons les mésos, eh bien, nous avons un mésogastre ventral, un mésogastre dorsal, comme nous l'avons vu sur les coupes qui étaient donc transversales comme ceci, horizontales. Eh bien, nous rappelons que dans le mésogastre ventral, l'apparition du foie fait qu'il y a une première portion entre la paroi et le foie qu'on appelle le ligament falciforme, et une deuxième portion entre le foie et l'estomac qu'on appelle le petit omentum. Et nous trouvons en arrière de l'estomac le mésogastre dorsal. Donc, complexification progressive. Pour la disposition caudale, eh bien, il n'y a que le mésodorsal qui forme ce qu'on appelle le mésentère, proprement dit, puisqu'on est au niveau de l'intestin. Donc, c'est très différent au-dessus et en dessous. Et bien entendu, la région ici épigastrique, qui est au-dessus de l'anse intestinale primitive, sera beaucoup plus complexe d'évolution, comme on va le voir, et donc les 3 axes vasculaires, artère gastrique, artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure. Voici donc en résumé la jonction entre cette vue, cette coupe longitudinale et les coupes axiales, la région épigastrique, avec le mésogastre subdivisé par le foie, ligament falciforme, petit omentum, mésogastre postérieur, et dans la région inférieure, c'est ici, eh bien, le tube digestif qui forme l'intestin et le seul mésodorsal ou mésentère. À présent, nous allons voir les stades de l'organogénèse de la partie crâniale jusqu'à la disposition adulte. C'est une région qui est complexe. Et là aussi, il n'est pas positif d'apprendre une anatomie humaine isolée, adulte, sans comprendre le passage de dispositions très simples que l'on trouve chez l'embryon humain, que l'on trouve chez d'autres espèces, et il est beaucoup plus évident d'un point de vue mémorisation, compréhension et logique d'aller du plus simple au plus compliqué, et c'est ce que la nature fait. Nous allons du très simple, 3 feuillets, un tube, jusqu'au très compliqué. Et autant c'est très simple de dire œsophage, estomac, intestin, autant la disposition topographique ne peut être comprise, et elle est complexe, que par cette étude de l'organogénèse. Alors nous allons voir tout d'abord qu'il y a une latéralisation du foie et une rotation de l'estomac, les deux étant concomitants. Eh bien, nous avions vu que le foie était à l'origine au milieu, est relativement petit, il va maintenant se développer surtout vers la droite et devenir extrêmement volumineux. Et l'estomac, qui était d'abord une poche sagittale, vient se tourner de 90 degrés pour être maintenant une poche frontale. C'est ici une coupe donc axiale de l'embryon. C'est une orientation, on va dire, internationale, c'est-à-dire que la tête est derrière la diapo, derrière l'écran, et les pieds sont vers vous. Donc la droite est ici à gauche et la gauche est à droite. C'est une vue inférieure de la coupe. Donc, latéralisation droite du foie qui prend un volume énorme et rotation de 90 degrés de la poche de l'estomac. Ceci est relativement simple, mais il faut voir ce qui va se passer au point de vue des mésos. Donc, rotation de l'estomac. Au départ, vue de face ici, vue de face droit-gauche, eh bien, la poche est sagittale, donc on a l'œsophage, le cardia, orifice d'entrée, cette poche qu'on voit en enfilade de l'estomac, le pylore, orifice de sortie. Cette poche qui est sagittale vient
tourner de 90 degrés et devient frontal. Et nous avons ici le cardia, le pylore, et nous avons une asymétrie de développement des bords. Nous avons ici, du côté droit, un bord qui est petit, qui sera ce qu'on appelle la petite courbure, et nous avons un développement du bord gauche qui est grand, qu'on appellera la grande courbure. Et il a donc là à la fois une rotation, une asymétrie de développement, et nous voyons donc ces éléments ici en vue de face et de profil. Puis, pour la disposition adulte, il y aura une deuxième rotation, qui est une rotation qui correspond aussi à une coudure, où nous avons maintenant un décalage entre le cardia et le pylore, donc avec une forme ici en coudée, en L. Cardia, nous aurons ici la petite courbure. Cette petite courbure qui est tournée vers la droite, c'est l'ancien bord antérieur, avant la rotation. Et puis, nous avons la grande courbure qui est tournée vers la gauche et qui correspond à l'ancien bord postérieur avant la rotation. Donc, asymétrie de développement de cette poche. Et là, nous sommes proches de la disposition adulte. Le cardia, ici la région du corps de l'estomac, ici la région de l'antre pylorique. Voilà, donc ces régions de l'estomac adulte, ceci correspondra, les différentes régions, à des glandes aussi, une différenciation glandulaire dans la muqueuse gastrique, et on reconnaît donc la région du cardia, qui forme une espèce de sphincter à l'entrée pour que les aliments ne remontent pas vers l'œsophage, le fundus avec des glandes particulières, puis la région pylorique, la deuxième partie, jusqu'au pylore, qui est l'orifice de sortie avec un sphincter, donc contraction musculaire qui peut fermer ou ouvrir le tube, et commence l'intestin ensuite. Alors, le fait qu'il y ait cette latéralisation droite du foie et la rotation de 90 degrés de l'estomac qui devient frontale va entraîner, eh bien, avec eux, ces organes vont entraîner les feuillets des mésos, les feuillets du péritoine. Et cela devient un petit peu plus complexe, mais nous sommes là proches de la disposition adulte. Donc, le mésogastre antérieur, je vous rappelle, est tendu entre la paroi et l'estomac, bord antérieur de l'estomac, qui devient le bord droit ou la petite courbure. Dans ce mésogastre antérieur, c'est différencier le foie, qui est devenu très volumineux et à droite. La partie antérieure du mésogastre antérieur, c'est-à-dire entre la paroi et le foie, c'est le ligament falciforme, qui est à peu près au milieu. Et la portion postérieure, qui est le petit omentum, vient ici se frontaliser entre le foie et l'estomac. Le petit omentum est ici. Le mésogastre postérieur, qui part du bord postérieur de l'estomac, qui après la rotation de 90 degrés est devenu un bord gauche, c'est la grande courbure. Eh bien, ce mésogastre postérieur doit faire un repli, doit se replier pour pouvoir ici rejoindre l'aorte et l'estomac. Nous allons à présent voir qu'il y a développement d'autres glandes, la rate et le pancréas, et d'un organe lymphoïde, la rate, et que ce développement se fait, nous le verrons, dans le mésogastre postérieur. Donc, nous avons le foie qui se développe vers la droite et qui devient extrêmement volumineux. Nous avons l'estomac qui est une poche qui est maintenant frontalisée, la petite courbure à droite, la grande courbure à gauche, et nous avons développement d'une glande qui est le pancréas, qui est à la fois une glande exocrine pour des sucs digestifs et une glande endocrine, comme vous le savez, notamment pour l'insuline, donc avec le rôle dans la régulation glucidique et la pathologie du diabète. Et nous avons un organe lymphoïde qui est la rate et que vous étudierez en détail par ailleurs en histologie, puis après en anatomie spéciale. Donc ces organes, pancréas et rate, viennent se développer dans le mésogastre postérieur, tout en rappelant que la rate est un organe lymphoïde et non pas un organe digestif. C'est un rôle lié à l'immunité lymphoïde, c'est un rôle lié aussi dans la régulation des cellules du sang et en particulier régulation de fin de vie des globules rouges et donc dans des pathologies hématologiques liées soit aux globules rouges, comme par exemple des thalassémies ou des drépanocytoses qu'on trouve fréquemment dans les pays africains, qui sont beaucoup plus rares chez nous, ou dans des pathologies des cellules blanches,
comme des leucémies ou des lymphomes, nous allons trouver eh bien, des augmentations de taille de la rate, organe lymphoïde. La rate et le pancréas se développent, nous l'avons dit, dans le mésogastre postérieur qui vient partir du bord gauche de l'estomac, ancien bord postérieur, pour rejoindre la paroi. Et voici les deux feuillets du mésogastre postérieur dans lesquels se développent la rate et le pancréas. Nous allons voir à présent qu'il va y avoir des accolements péritonéaux, c'est-à-dire des éléments qui étaient d'abord libres dans les mésos, qui viennent se retrouver accolés à la paroi, comme s'ils étaient finalement rétro-péritonéaux. Parmi donc, ces accolements, nous allons trouver un accolement qui se fait à la face ici postéro-supérieure du foie, et nous trouvons surtout un accolement qui se fait à la face postérieure du pancréas, qu'on appelle le fascia rétro-pancréatique, rétro en arrière, fascia rétro-pancréatique, dit de Treitz. On l'appelle aussi souvent le fascia rétro-duodéno-pancréatique, car le duodénum est tout proche, fascia rétro-duodéno-pancréatique de Treitz. Donc cet accolement fait que nous n'aurons plus un vrai méso, ce méso va se trouver accolé à la paroi postérieure et ce sera comme si le pancréas était contre la paroi postérieure et rétropéritonéal. Il est à l'origine intrapéritonéal, mais par cet accolement, il se retrouve collé à la paroi postérieure et on dit parfois qu'il est secondairement rétropéritonisé pour distinguer des organes rétropéritonéaux vrais, en arrière du péritoine, aorte, veine cave inférieure, les reins, de ce pancréas qui est rétropéritonisé, c'est-à-dire accolé à la paroi. La rate et l'estomac, eux, restent libres dans la cavité abdominale. Donc, la cavité, ici en noir, ça signifie, c'est ce que vous pouvez, où vous pouvez passer la main. Si vous ouvrez la paroi, vous pouvez passer ici entre le foie et l'estomac, vous pouvez entourer la rate par votre main et éventuellement l'enlever, mais le pancréas sera accolé. Et ici, de même, vous pouvez passer la main autour du foie, mais vers l'arrière, vous allez buter sur l'accollement. Donc, ceci est ce qu'on retrouve schématiquement dans la disposition adulte. Il faudrait rajouter les vaisseaux, etc. Mais globalement, ça nous explique de quelque chose de très simple, une disposition qui est somme toute complexe et pas du tout évidente chez l'adulte et qui conditionne bien sûr toute la chirurgie abdominale et ce qu'on voit lorsqu'on ouvre un ventre au bloc. Ces accolements font que, en arrière de l'estomac, ici, une partie de la cavité abdominale, la cavité péritonéale, se retrouve complètement enfermée avec juste un petit orifice qui se fera vers la droite et c'est ce qu'on appelle la bourse omentale. On est en arrière du petit omentum et autrefois on l'appelait l'arrière cavité des épiploons, terme que vous pourrez trouver dans certains organes. Cette bourse omentale est donc une portion de la cavité abdominale qui est presque entièrement cloisonnée avec juste un petit orifice qui est derrière l'estomac et en avant du pancréas. Ceci explique que la chirurgie du pancréas, notamment le cancer du pancréas, qui est un cancer très difficile et chirurgicalement et d'un point de vue traitement, eh bien, c'est une chirurgie difficile car il faut faire des décollements pour soit ouvrir la bourse omentale, soit arriver sur le côté sur ce pancréas. Voilà donc cette évolution d'une disposition qui était simple, avec la rotation du foie et de l'estomac, les mésos qui sont entraînés, et puis l'apparition secondaire dans le mésogastre postérieur de la rate, organe lymphoïde, du pancréas, glande digestive, glande à la fois exocrine et endocrine, et avec un accolement, le fascia rétropancréatique de Treitz. Nous pouvons visualiser cela sur des coupes longitudinales, donc la même coupe que nous avions faite tout à l'heure. Nous avons ici le foie. Nous avons ici le foie, l'estomac qui est dessous et qui maintenant est une poche qui est frontalisée avec donc la hauteur ici de l'estomac. Et nous avons vers l'arrière le pancréas qui s'est développé dans le mésogastre postérieur. Ceci entraîne bien sûr les mésos. Donc nous avons vu que le bord droit de l'estomac venait former ici la petite courbure, qu'il y avait une coudure donc en L, et nous sommes là sur la petite courbure, et donc entre la petite courbure et le foie, c'est ici du petit omentum, mais parce qu'il y a eu des rotations, et du bord inférieur de l'estomac,
qui est la grande courbure, qui est l'ancien bord postérieur, par le mésogastre postérieur. Et là aussi, c'est assez complexe, puisque le mésogastre postérieur est obligé de venir se replier, et voici ce mésogastre postérieur qui part ici de la grande courbure, ancien bord postérieur, qui vient ici se replier, former un cul-de-sac pour aller vers la paroi. Nous trouvons ici dans le mésogastre postérieur le pancréas, qui s'est accolé par le fascia rétropancréatique de Treitz. Ici, nous sommes dans la bourse omentale, et cette bourse omentale vient se prolonger dans ce repli du mésogastre dorsal qu'on appelle le grand omentum. Le grand omentum, c'est un repli séreux, un repli de péritoine qui part ici du bord inférieur de l'estomac, puis qui va remonter à la paroi. Bien sûr, c'est en continuité avec ce qu'on a vu sur la coupe axiale. C'est une géométrie tridimensionnelle complexe. Donc voici cette bourse omentale, anciennement arrière-cavité des épipléons, fruit des rotations et des accolements, qui est en arrière de l'estomac. Le pancréas se retrouve collé à la paroi postérieure, secondairement rétropéritonisé par le fascia rétropancréatique de Treitz, et nous voyons ici ce grand omentum avec la bourse omentale qui rentre dans le grand omentum jusqu'à sa partie ici basse. Et donc il y a bien sûr une jonction à faire tridimensionnelle entre ce que l'on voit sur la coupe longitudinale et ce que l'on voit sur la coupe axiale. Ce sont bien sûr des feuillets qui sont en continuité. Là aussi, ce n'est possible à comprendre qu'en allant du plus simple au plus compliqué et en suivant les rotations. Et nous allons ensuite, dans la disposition adulte, trouver encore un certain nombre d'accollements. Nous avons vu l'accollement rétropancréatique de Treitz, et nous allons trouver ici un accollement entre les feuillets, les 4 feuillets, 2 en avant, 2 en arrière, du grand omentum. Donc ici, il y a un accollement, ce qui fait que chez l'adulte, on a l'impression qu'il n'y a plus que 2 feuillets pour ce grand omentum. Il n'y a plus de cavité à l'intérieur, et c'est une membrane, le grand omentum translucide, qui pend sous l'estomac, sous la grande courbure, qui est translucide, richement vascularisée, et qui a un rôle dans la sécrétion et l'absorption du liquide péritonéal, donc de ce liquide qui est dans la cavité péritonéale et qui permet aux anses de glisser les unes contre les autres. Et nous trouvons ici aussi un accollement qui va se faire entre ce grand omentum et le méso qui ira vers l'intestin, notamment vers le gros intestin, le mésocolon transverse que nous reverrons dans un cours